L'industrie a changé hein, dans la deuxième phase d'industrialisation, mais ça va entraîner aussi des changements sociaux. Alors la société va fonctionner d'une certaine manière euh, avec tout ça au début du 20e siècle. Alors si je regarde tous les éléments de la société, le premier, ben, c'est le mouvement syndical. Alors le mouvement syndical, c'est quoi? Ben, c'est la défense des ouvriers. Les conditions de travail sont très difficiles. Et tout ça, ça depuis la première phase d'industrialisation, mais avec la deuxième, c'est toujours aussi difficile. Peut-être un petit peu moins, dans le sens où on va mettre des mesures en place, mais quand même. On est très influencé par les Américains et qui ont développé eux-mêmes des syndicats. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se baser, principalement sur des syndicats américains. En 1900, il va y avoir une quarantaine de syndicats au Québec qui vont s'appeler les Chevaliers du Travail. Eux autres ne sont pas religieux, mais éventuellement, vous allez en voir des religieux. Puis après ça, il va y avoir la Fédération américaine du travail. Hein, comme j'ai dit, l'influence américaine est très forte. Les revendications, c'est-à-dire ce que les ouvriers désirent, c'est pas pris au sérieux par les employeurs, très peu en tout cas. Ça va donc se développer et il va y avoir des moyens là, qui vont être pris en place. Les thèmes des premières lois, là, c'est-à-dire les lois qu'on va mettre en place, parce qu'un syndicat, ça met des lois, effectivement, aussi. Hein, ça essaye d'abord de s'entendre avec le boss, mais si on ne s'entend pas, on va mettre des lois en place. Donc, au début, les premières lois, c'est quoi? Ben, on va mettre en place des lois sur, par exemple, si on a un accident de travail, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on offre des congés? Est-ce que. Bon, on met en place des choses comme ça. En 1910, voyez-vous déjà, le placement. Le placement, ça veut dire de donner des emplois aux ouvriers. Un système pour qu'ils aient de la job, pour éviter là, le chômage. En 1926, ben, on revient avec des lois sur les accidents plus développés. Ça veut dire plus, avec des indemnités. Les indemnités, c'est des montants d'argent qu'on va donner lorsque l'employé se blesse ou un accident. Les moyens de pression qu'on va mettre sur pied, qu'on va faire au niveau des syndicats, ben, et ça depuis le début des syndicats, c'est les grèves. Ça veut dire un refus de travailler. S'il y a des abus de la part du patron, bien sûr, puis ou qu'on ne s'entend pas. On vous donne je vous donne des exemples là, au niveau des grèves. La grande grève générale de Winnipeg en 1919, ça c'est toute la ville de Winnipeg, toutes les entreprises de la ville de Winnipeg ont fait une grande grève générale. Un autre, c'est des moyens de pression. Hein. En 1924, des grèves au niveau des femmes qui dénoncent leurs conditions de travail. Alors, ça, c'est donc au Québec, mais c'est ça, c'est pour vous montrer à quel point on sort de plus en plus dans la rue, on ose le faire. Les immigrants, eux, qui vont arriver dans notre pays, ben, eux sont habitués à ces syndicats-là, des syndicats qui existent quand même depuis longtemps de leur côté de pays. Et eux, ils vont apporter des nouvelles méthodes, des nouvelles connaissances par rapport à la syndicalisation. Donc, après l'influence américaine, mais ça va être l'influence des nouveaux immigrants qui vont faire qu'on va développer davantage la syndicalisation là, dans notre pays. La société québécoise, canadienne, surtout québécoise, je vous dirais, a toujours été beaucoup influencée par l'Église catholique. Au début du siècle dernier, l'Église catholique va prendre une grande place, va continuer en tout cas de prendre cette grande place-là, principalement dans trois secteurs, la charité, hein, ben, aider les pauvres, l'école, les hôpitaux aussi, des secteurs traditionnels de l'Église. Ils vont vraiment, c'est eux qui s'occupaient de tout ce qui était social, tout ce qui est couvert aujourd'hui, par exemple, par les travailleurs sociaux, psychologie, santé, etc. Donc, ils couvraient ça à ce moment-là au Québec. L'Église faisait une pression autant sur le gouvernement que sur les gens lors des messes, par exemple. Alors, il y avait une grande influence, l'Église catholique. Au début du siècle dernier, ils avaient une doctrine, c'est une manière de penser. La manière de penser sociale de l'Église, elle était elle était particulière un petit peu.
OK? Donc, c'était quoi cette doctrine-là? Ben, elle dénonçait les conditions de vie et de travail qui étaient abusives. Donc, elle était près des syndicats d'une certaine manière. Donc, on appuie les syndicats, mais on appuie les syndicats pas de la manière américaine. Non. D'ailleurs, on la dénonce, cette manière américaine-là. On l'appuie d'une manière plutôt religieuse, bien sûr. Et on est contre une idée qui est le socialisme. C'est quoi le socialisme? Ben, c'est le gouvernement qui intervient. L'Église veut intervenir, donc elle ne laissera pas le gouvernement intervenir à ce point-là. Donc, et c'est aussi le socialisme, la notion de mettre en commun les biens. Donc c'est ça, l'Église ne veut pas trop ce socialisme-là, qui est vu comme une espèce de menace, là, en tout cas, là, en Amérique, en tout cas. Euh, L'Église, selon sa doctrine, selon sa manière de penser, c'est la solidarité, c'est la charité, aider les pauvres, s'entraider. Sauf qu'on n'est pas pour la grève. On ne veut pas d'affrontement avec l'autorité. Et on ne veut pas de moyens de pression. On est ailleurs. Je vais vous donner des exemples. Hein. J'ai écrit des exemples de cette doctrine-là, donc de cette manière de penser-là de l'Église. On avait mis sur pied l'école sociale populaire en 1911. Donc, bon, c'est quoi ça, dans le fond? C'est des groupements religieux qui sont autant c'est-à-dire organisés par des religieux que par des laïcs. Laïcs, ça veut dire non religieux. Alors, eux autres, dans le fond, c'est des associations. Ça peut être la jeunesse ouvrière ou l'Association catholique de la jeunesse canadienne. Si on voit ça souvent dans les archives, ben, on se dit, ah, ça, il y a de l'Église en arrière de ça. Le deuxième exemple, c'est les syndicats catholiques. Donc, il y a les syndicats influencés par les Américains, les syndicats influencés par les immigrants qui vont arriver ici. Mais les syndicats étaient aussi parfois catholiques. Eux autres, ils sont contre les syndicats américains. Ils n'aiment pas leur manière de faire. Les syndicats catholiques, c'est le CTCC, Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Encore une fois, si on voit ça dans les archives ou dans les documents, ah, tiens, CTCC, ça, c'est les religieux, les catholiques qui ont mis en place ça. Ils aidaient les ouvriers à leur manière. Les coopératives, on en a plusieurs aujourd'hui. Donc, BMR, IGA, les caisses des jardins, c'est des mouvements de coopératives. Une coopérative, à la base, c'est quoi? C'est que tout le monde qui est membre de ça possède une partie de l'entreprise et à la fin de l'année comptable, ben, tous les profits qu'on va avoir faits, on va les redistribuer à travers nos membres. On va se garder une fonction d'argent, une partie d'argent pour fonctionner, mais le reste, on va le distribuer à nos membres. Et ça encourage les gens à avoir, comment dire, à mettre en commun leurs choses. Ça favorise aussi le fait de pouvoir acheter quelque chose à prix réduit, par exemple. Mais au départ, les coopératives, c'était de mettre en commun des biens. Hein? Donc, on ne pouvait pas s'acheter, en tant qu'agriculteur, par exemple, je veux dire, un tracteur. Alors, il fallait souvent que plusieurs achètent ensemble ce tracteur-là. Mais c'est ça, c'est de mettre en commun notre argent, de se faire un ensemble d'acheteurs et de pouvoir emprunter, de pouvoir avoir plus de moyens, donc avec des achats qui ont de l'allure. L'Église va être attirée par cette solidarité-là, par les coopératives, puis elle va créer l'Union catholique des cultivateurs, par exemple. OK? Donc, c'est ça la doctrine religieuse à ce moment-là. Quand je dis doctrine, ça veut dire une manière de penser. Les gens vivent aussi en ville, hein, et de plus en plus. Et les villes qu'on voit au Québec, c'est ben, évidemment Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, mais principalement Montréal. On va se servir de Montréal comme notre exemple un peu, là. Mais ça va être la même logique à travers toutes les autres villes, là, principalement. Donc, au début du 20e siècle, à Montréal, par exemple, comment ça se fait à Montréal? Quels sont les services qu'on a? Alors, ben, l'hygiène à Montréal, c'est pas facile. Ça n'a jamais été vraiment facile historiquement là, au 19e siècle, mais l'hygiène est difficile parce que les systèmes d'égouts sont pas à point, les systèmes d'aqueduc non plus. De toute façon, ça vient de naître, ça, là, dans l'histoire, au début des années 1900.
On vient tout juste là, à tout le moins, de développer ces idées-là. Puis c'est des gros chantiers. Mais par contre, ça va beaucoup aider l'hygiène générale. Les enfants, la mortalité infantile, ça c'est un bon indicateur pour voir si l'hygiène est bonne ou pas. Et la mortalité infantile, ben, au début du 20e siècle, on a un enfant sur quatre qui meurt avant d'avoir 1 an. Les deux principales causes de ça, ben, c'est l'eau qui est pas bonne, qui est pas bien traitée, et le lait aussi, qui est pas bien traité, qui est pas pasteurisé ou pas correctement pasteurisé. Alors, les bactéries vont rentrer là-dedans. Quand je parle de vicié, c'est ça que ça veut dire. C'est pas bien traité, pas propre. Les solutions qu'on va mettre en place à ce moment-là, ben, on va s'inspirer des grandes villes de ce monde, c'est-à-dire faire des parcs hein, pour éviter que les gens soient toujours dans le béton, dans le trafic et tout ça. Donc, faire des parcs verts, c'est agréable d'aller là, on se détend. On voit l'apparition des tramways, hein? Donc les tramways qui sont des trains électriques qui aident là, beaucoup au transport pour sur de courtes distances, par exemple. On va voir apparaître aussi l'organisme Goutte de lait qui fournit un lait pasteurisé propre. Alors, les gens vont faire des efforts à ce niveau-là. On va avoir la chloration de l'eau. On va mettre du chlore dans l'eau au début du 20e siècle. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça, justement, pour éviter que les bactéries se logent à l'intérieur de ça et que les enfants ou même les adultes là, tombent malades. Et puis tout le travail d'électrification du service d'électricité, d'allumage de la ville, ça se fait et ça va beaucoup apporter de bien-être là, dans le quotidien des gens. Le système d'éducation. Euh, Au Québec, traditionnellement, et en raison de la religion, je vous dirais, la place de l'éducation, pendant longtemps, elle n'a pas été très importante. Okay? On allait en éducation pour devenir des prêtres ou pour peut-être faire des professions qu'on appelle libérales, c'est-à-dire notaire, avocat, médecin, etc., même arpenteur jusqu'à un certain point. Mais c'est ça, principalement les francophones sont un peu moins éduqués. C'est les anglophones qui sont plus scolarisés, qui sont plus ouverts là-dessus. Les francophones, nous autres, ont tendance à quitter l'école assez rapidement pour devenir ouvriers, quittent dès 12 ans. Il y a deux raisons principalement. On a besoin d'ouvriers. Et dans les deux cas, c'est-à-dire au niveau des fermes, hein, dans les fermes qui sont principalement familiales, on a besoin d'ouvriers, mais aussi on a besoin dans les usines d'ouvriers. Alors, les jeunes quittent l'école tôt, sauf ceux qu'on voit qui ont des prédispositions à être bons à l'école ou quoi que ce soit. Eux autres, on les encourage à aller dans la prêtrise ou dans les professions libérales, mais majoritairement, les jeunes vont devenir des ouvriers. Les garçons, en tout cas. À partir de 1901, il y a un projet d'école. On va essayer de rendre l'école obligatoire, quelque chose qui se faisait plus en Europe, mais ça va être rejeté en bloc par l'Église catholique. Il va y avoir des écoles qui vont naître au début du siècle dernier. Donc, par exemple, les hautes études commerciales en 1907, qu'on appelle le HEC. Ça, c'est très prestigieux là, pour être un commerçant ou travailler à vouloir faire de l'argent, avoir son entreprise. En 1910, on a toute la foresterie, l'ingénierie de la foresterie à l'Université Laval. Donc, c'est un programme qui va se développer particulièrement, principalement à l'Université Laval en français. Hein, parce que l'Université Laval, c'est l'université en français. En 1923, le primaire, l'élémentaire, passe de 4 ans seulement à 6 ans de cours. Donc, c'est quand même intéressant. Et là, donc, c'est donc, première année jusqu'à la 6e année. C'est quand même intéressant. Et à la fin du 19e siècle, hein, ben, on a aussi, ça je n'ai pas parlé, mais par exemple à la Pocatière, on a des écoles agricoles pour former davantage les agriculteurs parce qu'il faut les mettre à jour aussi, ces agriculteurs-là, parce que les techniques ont évolué.
Les grandes négligées, je vous dirais, du 20e siècle et même d'avant, ben, c'est les femmes. Et on va voir s'organiser une lutte pour l'égalité, le féminisme en fait. Euh, Au début du 20e siècle, il y a des personnages qui vont commencer à voir le jour, des femmes qui vont prendre leur place davantage et qui vont oser réclamer des choses. Et les pionnières, ça veut dire les premières, ben, on a par exemple Marie Guérin-Lajoie, qui, elle, va beaucoup militer, ça veut dire travailler dans l'égalité juridique des femmes. C'est-à-dire que les femmes, ben, au niveau de la loi, elles n'étaient pas elles n'étaient pas considérées légales à leur mari. Donc, Marie Guérin, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, ou Marie Guérin, elle va militer, travailler pour que les femmes soient égales à leur mari dans tous les sens, là. Mais on est en 1902, il ne faut pas s'attendre à des miracles. En 1907, on a Marie Guérin Lacoste-Lajoie, qui n'est pas la même, et aussi une Madame Bic, eux autres vont aider les plus démunis, qui vont fonder la Fédération Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est une autre manière là, que les femmes s'impliquent dans l'aide. Même si c'est de l'aide sociale et que les femmes étaient traditionnellement proches de ces domaines-là, mais c'est quand même des femmes qui vont par-dessus ça et qui disent hey, je vais travailler là-dessus. Parce que normalement, une femme, on ne considérait pas qu'elle devait travailler à l'extérieur de l'ouvrage, là, de la maison, c'est-à-dire. Dans ces années-là, 13, 19, oh, j'ai oublié de vous donner les pages, donc j'ai parlé sans avoir d'appui. Bon, écoutez, je pense qu'on se comprend. Entre 1913 et 1919, on fait des réclamations au niveau du droit de vote, c'est-à-dire que les femmes vont devenir ce qu'on appelle des suffragettes. Suffrage veut dire vote. Hein, suffrage et vote et et ben, pour le penchant féminin. Donc, les femmes vont réclamer le fait de pouvoir voter parce qu'elles ne pouvaient même pas voter euh, pour un parti politique. Contrairement à certaines femmes anglaises qui, elles, avaient cette opportunité-là. Alors oui, on va réclamer davantage ça. Et d'ailleurs, ça va être des femmes anglophones là, qui vont d'ailleurs partir ces mouvements-là. Fait que ça, on va voir ça souvent. Là. Ils vont sortir dans les rues, puis ils vont réclamer le droit de vote. Si je fais un portrait général sur qu'est-ce que les femmes revendiquent, ben c'est quoi qu'elles veulent, ben principalement, c'est d'avoir l'accès à l'éducation, comme les hommes, et dans tous les domaines des hommes. Elles veulent elles aussi travailler. Elles veulent aussi avoir accès aux études supérieures, c'est-à-dire d'aller à l'université, être capable d'aller en médecine peut-être. C'était pas évident à l'époque, ça. On voyait toujours la femme comme une menace. Et dans le fond, le fait de devenir aussi candidate politique, devenir députée, et ça va venir plus tard, mais quand même, d'aller en politique. Aujourd'hui, c'est normal qu'une femme aille en politique, mais il a fallu avoir des années et des années d'ouvrage pour ça. Le fait de voter, hein, donc le suffrage, pouvoir voter comme l'homme, avoir un salaire égal à l'homme, hein? Donc avoir un salaire meilleur que ce qu'elles avaient parce qu'elles n'étaient pas payées du tout le même salaire que l'homme, et un emploi avec des conditions qui étaient meilleures, avec des congés de maternité, par exemple, qui n'étaient même pas là. Le fait de dire, ben écoute, si je me marie, je peux-tu continuer quand même à travailler? Ça va être beaucoup plus tard, ça, que ça va apparaître. Et puis, tout ce qui est l'égalité juridique. Tu sais, l'égalité juridique, c'est que dans les lois, la femme n'étant pas considérée légale à l'homme, ben, c'est d'écrire dans ces lois-là, ben écoutez, si la femme, par exemple, si la femme veut divorcer, ben elle a le droit. Si la femme, une fois mariée, elle a-tu le droit de toucher au budget, d'avoir son propre salaire, et puis que ce ne soit pas son mari qui s'en occupe, parce que c'était ça à l'époque, c'est que à partir du moment où tu te mariais, ben, même quand tu n'étais pas marié, c'était ton père qui s'occupait de toi, tu es responsable, puis tu étais considéré mineur à vie. Donc, quand tu te mariais, ben là, ben, tu devenais dépendante de ton mari. Hein, même si c'est les femmes qui s'occupaient souvent du budget, ben, il fallait toujours qu'elles aient demandé de l'argent à leur mari. Donc, l'égalité juridique, c'est aussi, admettons qu'il y a un cas de violence, ben, que la femme puisse divorcer et tout ça, parce que dans le temps, c'était pas évident là, de dire je veux me divorcer. Elle s'était vue comme si elle était une démone. Donc, égalité juridique, c'est qu'elle soit
à un moment donné majeur, considéré comme majeur. Au niveau du droit de vote, c'est le Canada anglais qui a été beaucoup plus rapide. Je n'ai parlé tout à l'heure. Les femmes anglaises, les femmes anglophones, ayant plus d'éducation peut-être, ont réclamé ça assez rapidement. Au Québec, l'Église et la famille est beaucoup moins ouverte là, à, à ce que les femmes aient le droit de vote. On a peur que ça crée des chicanes dans la maison, que les femmes votent pas pareil comme leur mari. C'est ça, on a peur de perdre un pouvoir, et l'Église aussi. En 1918, on va obtenir le droit de vote au fédéral, mais il va falloir attendre seulement en 1940 pour que le Québec, là, les femmes aient le droit de voter au Québec. C'est vraiment en retard, là. C'est vraiment en retard. Au travail, les femmes, généralement, étaient payées à 56% du salaire des hommes. Ça, c'est ce qu'on voit en 1936. Puis il va falloir attendre à la fin des années 1990 pour qu'on ait un salaire, que les femmes aient un salaire vraiment égal. C'est presque aberrant de voir ça. On considérait que la femme, pendant longtemps, on pensait que sa place était au foyer. Juste parce qu'elle naît femme, elle est au foyer. Ça a évolué, bien sûr, et on considère aussi que son apport au travail, ça veut dire ce qu'elle va faire comme au niveau du travail, est moins important que ce que l'homme fait, ce qui est absolument ridicule, parce qu'on considère même aujourd'hui, hein, on voit que les femmes sont tout à fait capables, et même davantage que certains hommes. Alors, c'est l'égalité. Les exemples d'emplois que les femmes pouvaient avoir au départ, si elle n'était pas mariée ou s'il y avait une ouverture pour qu'elle travaille, elle était souvent ouvrière. Dans ce cas-là, elle n'avait pas le choix de travailler parce que, bon, il n'y a personne qui était riche là-dedans. Donc, ouvrière, ça pouvait être une domestique. Une coiffeuse, c'était vu comme les femmes pouvaient faire ça. Infirmière, beaucoup de femmes étaient infirmières et enseignantes. Vraiment beaucoup. À partir du moment où ces femmes-là se mariaient, généralement, dépendamment de la condition monétaire, ben, elle lâchait cet emploi-là, puis elle se consacrait à 100% à la famille. Mais ça, c'était les emplois typiques. C'était mal vu d'occuper aussi un emploi qu'on appelait des professions libérales. Au Québec, il y a des professions qui ont toujours eu une place comme plus importante dans la société. Notaire, médecin, avocat, comptable, juge, c'est tous des jobs ça, qui, encore aujourd'hui au Québec, on considère que wow, c'est pas n'importe qui va là. Mais oui, à l'époque, ça avait une place très importante et c'était masculin. C'était principalement masculin.